Vous ne supportez pas les gens qui parlent et qui mangent au cinéma? Moi non plus. Pourtant, pendant longtemps, les projections de films étaient animées et bruyantes, les spectateurs actifs face à l'écran. C'était l'essence même du cinéma. Dans les années 20, les poètes surréalistes organisaient de véritables gueuletons pendant les séances. Dans Nadja, André Breton raconte: Nous nous installions pour dîner, ouvrions des boîtes, taillions du pain, débouchions des bouteilles, et parlions haut, comme à table, à la grande stupéfaction des spectateurs qui n'osaient rien dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le spectateur français serait-il devenu un peu snob? C'est les codes de la culture bourgeoise qui se sont imposés à l'ensemble de la population. C'est un art populaire, mais avec les codes de la culture bourgeoise. Le cinéma est à l'origine un divertissement forain, projeté dans des foires, dans des cabarets, dans des cafés. On y mange, on y boit, on y discute, on réagit. Mais... On parlait d'une séance à Limoges en 1907. Un film montre des policiers en train de tabasser quelqu'un dans un commissariat et les gens vont siffler les policiers. À chaque projection, il peut se passer des tas de choses différentes. Le premier accompagnement sonore des films, c'est les verres de vin, les chopes de bière. Énormément de salles sont créées dans les arrière-cours des brasseries ou des bistrots. Mais les choses changent après la Première Guerre mondiale. Les films deviennent plus longs, les histoires plus denses, ce qui demande un autre niveau de concentration sur l'écran, moins propice au chahut forcément. Puis dans les années 20, les salles de cinéma se professionnalisent et montent en gamme. Les firmes Pathé et Gaumont publient un guide des 10 commandements du bon spectateur, où il faut notamment arriver à l'heure, retirer son chapeau et se taire pendant la séance. Et puis bien sûr, l'arrivée du parlant à la fin des années 20 oblige davantage au silence dans la salle. Les exploitants des salles sont alors dans ce qu'on appelle en sociologie un processus de légitimation de ce 7e art balbutiant. Le cinéma, jusque-là considéré comme un vulgaire divertissement, doit montrer qu'il est aussi respectable que le théâtre ou l'opéra. C'est-à-dire que c'est la culture bourgeoise qui s'est imposée, y compris dans ses codes de valorisation et d'expérience. Il faut savoir que les salles de cinéma, elles ont pris d'abord leur place dans les théâtres. Rénover des théâtres en salles de cinéma. Sans doute, il faut y voir là l'origine aussi de la domestication du corps du spectateur en France. Le théâtre, pour pouvoir participer, il faut se taire. Et on voit qu'il y a vraiment un processus d'éducation. C'est aussi un apprentissage du collectif. C'est un effet culturel qui est vraiment un héritage des Lumières en France dans la façon de participer au spectacle public. Mais il y a aussi sans doute une autre spécificité à la France dans ce rapport sacré au film. C'est cette conception très 19e siècle de l'auteur tout-puissant, de l'artiste démiurge, qui établit une relation de déférence quasi religieuse du public à l'égard de l'œuvre. Dans les années 50, la politique des auteurs, portée par François Truffaut et les cahiers du cinéma, vient sacraliser un peu plus l'artiste créateur. Et les premières salles d'arrêt-essai ouvrent à la même époque. Le spectateur français veut montrer qu'il est un cinéphile attentif et réceptif, et on est forcément plus réceptif dans une salle silencieuse. C'est précisément cette révérence vis-à-vis de l'œuvre que moquaient déjà les surréalistes dans les années 20. André Breton et ses gueuletons, au début de cette vidéo, vous vous rappelez? Ouvrir des boîtes de camembert et manger du saucisson au cinéma, pour les surréalistes, c'est un acte blasphématoire, oui, c'est pas un acte d'indifférence. Pour moi, c'est une messe noire. Parce qu'ils avaient tellement conscience du pouvoir d'hypnotisme, de fascination, ce pouvoir occulte réellement des images, qu'il fallait contester l'institution du cinéma par l'action la plus digestive qui soit, qui serait de manger et de boire. C'est-à-dire que la salle de cinéma est un lieu qu'on habite, comme on habite le lieu du rêve. Même au micro de France Culture, en 1981, on s'inquiète de ce silence de mort qui a gagné les salles de cinéma et de l'inertie des spectateurs. Le spectacle veut-il annuler son spectateur après l'avoir contraint au silence et à l'immobilité? Le producteur de l'émission raconte avec une certaine nostalgie une séance d'à bout de souffle avec cette fameuse séquence où Belmondo interpelle le spectateur. Si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Les gens protestaient. Et le film prenait réellement les gens à partie. J'ai vu se réveiller le cinéma français. C'était une salle vivante et populaire où un acteur qui allait devenir l'acteur le plus populaire des 20 prochaines années, qui était Belmondo, dirigé par Jean-Luc Godard, réveillait le monde. Mais si en France l'expérience du cinéma est plutôt intime et silencieuse, dans d'autres pays, elle est plus effusive et collective. Et puis l'ambiance, ça dépend aussi beaucoup du type de film et du type de salle. Et si vous voulez voir une projection animée en France, c'est possible. Depuis sa sortie, en 1975, le public s'est littéralement approprié le film, qui à l'origine était une simple parodie de série Z. L'avantage de vivre en France, au-delà d'avoir une variété de 1200 fromages, c'est aussi d'avoir plus de 6000 cinémas sur notre territoire, donc il y en a pour tous les goûts.